Ok, alhamdulillah rabbil alamina. Ani ko minate la Guinée prochain collé, mais aliya ma fene ako itambila nyamin kante. Pour kan ka ba ko itambila nyamin kante, hali ni ka projet ma fene ay wala nyamin kan. Sanne ni kuma kan bila folo ali tolmalo de ko chaman de koma sanne ni kuma kan bila aliya la men folo nya fe ali hankil le so. Maintenant Blaise Gomuku ko ale na rakatre ko tumba e morfati kele afela na yimindi ale mamo si long soda si gbere mo to mo fo ko tumba pe sora si kuru wo betema ala mo si ti yoro wolo ale dise mo mi lo na fo tumba kele ebi nali projet nyaila alo ndia nyaila nyamen kan mo mi li be tambini be ko tumba soda si to mo fo ke la Guinée kono tumba kelen de soda sidi la Guinée kono tumba kelen de seko yimbe kela bade malo anti hankili sorondo nani ko lu wanya ma fene ali kuma kan la men ka kuma kan na men nyumala village alba men ka fama ali mamo si identifier et puis hali ke goro la garde corps min to vola ali to fora min da ko qualité kelen de wuri idi ali dadis nani dadis ma son militaire kelen to fola mil kawa le 28 septembre ke womo kelen to mo fo anu mo chemin de wara kwa massacre ke stade là sudasi min be wara mo si to mo fo ima mo si to men dadis faranda mais min be to fola abe tumba mbali maslaman muno hankli alti hankli do tawro ali lo ni image la na aldi image ma fene ali alo anyi ko min do ta kak bele mais hankli ma be bara wadiai molti se wala stade da ka fali ke kana en tant que le mintre martial mo so da sikile mo so da si beral tofo min groupe beral tofo abe tumba tumba ko yin ko na barke problem dide fo tumba ya nyanyi nde nyanyi bere ka donc ali ma fene ali ma fene. Merci. Ils ont viré, ils ont changé. Malheureusement pour eux, heureusement pour le peuple de Guinée, il y a des écrits, il y a des audios. Cette déclaration de M. Toumba se trouve enregistrée et ça circule sur les réseaux sociaux. Ça existe dans les archives de la RFI. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, Toumba n'a jamais dit qu'il a vu Blaise au stade. La question lui a été posée, il a dit non, je ne l'ai pas trouvé au stade. Deuxièmement, la question lui a été posée de savoir si toutefois il me connaissait. Il a dit devant tout le monde qu'il ne m'a jamais connu. Encore une fois, je n'ai pas, si quelqu'un a fait des déclarations, il est libre de faire sa propre déclaration, il est libre de soutenir sa déclaration. Moi, je n'ai pas commenté la déclaration de quelqu'un. Bien, je voulais faire ressortir ici. Que je sache. Je voudrais faire ressortir ici que si commandant Toumba a agi, c'est qu'il a agi sur ordre. Seulement une fois devant les juges, il avait bénéficié donc des conseils pour lui dire, lorsque vous dites que vous avez agi sur ordre, vous-même vous êtes responsable. Et donc, cherchez un autre argument. Et voilà qu'il a développé d'autres arguments. Question, maître. C'est bien la question que je pose. Qu'en dites-vous? Le fait de virer. Agir sur ordre ou pas, moi je l'ai vu au stade. C'est lui qui doit dire qu'il a dû de partir au stade. Et il a dit aucun ordre ne lui a été donné d'aller au stade. Bien. On vient à ce que vous avez eu à développer ici, le cas des éléments incontrôlés. Et vous avez cité un exemple, M. Toumba lui-même, avec tous les actes qu'il a eu à commettre, en allant même à l'état-major, aller arracher, selon vos propres déclarations, et lui-même ses déclarations, même le galon d'une autorité militaire. Alors, il y a également un témoignage de M. Moussa Keita, qui était le secrétaire particulier du CNDD.
Il dit ceci. Est-ce hier? Toumba n'avait d'égard ni pour Claude Pivi, ni pour les ministres, ni pour les autres. Il n'avait du respect que pour le président de la République et le ministre de la Défense. La preuve en est que ces gardes avaient frappé le ministre Toto à l'occasion d'une réclamation de talkie-walkie. Moi-même, en tant que ministre, j'ai été arrêté par Toumba sous prétexte que j'ai gardé des armes importées par Alpha Condé. Il a fallu la réaction du président pour ma liberté. Les avocats Pepe Koulemou et Frédéric Sidibé en sont témoins. Ma question est de savoir si effectivement, alors M. Moussa Keïta a appuyé ce que vous avez eu à développer ici sur le fait qu'il est un exemple d'élément incontrôlé. Maître, vous avez vu, ça c'est la déclaration d'une autre personne qui vient étayer ma déclaration devant cette barre en disant que lui était le numéro en matière de militaire contrôlé. Je suis même allé jusqu'à donner des exemples. S'il a constaté qu'à l'époque, les militaires étaient contrôlés, lui qui est arrivé, qui avait tous les pouvoirs, quelle proposition qu'il a eu à faire à sa hiérarchie pour que cet état de choses cesse comme on a fait en 2002 en procédant à la réforme des secteurs de défense et de sécurité. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai dit, vous n'avez jamais eu la chance à l'époque là. Si vous avez eu la chance de le croiser, de l'observer, vous aurez mieux compris encore davantage ce que je suis en train de déclarer par devant ce tribunal. Moi, j'ai toujours respecté ma hiérarchie. Capitaine et moi, je suis lieutenant, je ne l'ai jamais désobéi. Bien. Parlons donc de quelques éléments de préparation et la mise en exécution des massacres perpétrés au stade du 28 septembre. Nous avons quelques témoignages des parties civiles. Hier déjà, mon confrère vous a fait lecture des déclarations du commissaire Mamadi Kourouma. C'était vraiment émouvant. Il y a également une manifestante qui dit ceci. Il s'agit du procès verbal d'audition de partie civile établi le 28 avril 2010. Il s'agit d'une dame appelée Kamara Abibatou. Elle dit ceci. Ces gendarmes sont venus garer, nous observer sans réagir. Puis, ils sont repartis. Nous avons donc continué notre chemin jusqu'au niveau du carrefour Makiti, à Koronti, où nous avons rencontré des militaires qui ont lancé des gaz lacrymogènes pour nous disperser avec des matraques. Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre les taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina, où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tiraient en l'air. Cela nous a obligés de rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont, nous avons rencontré un autre groupe de militaires tenus en tenue kaki, parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant où est-ce que vous partez. Et moi, j'ai répondu que je partais à l'hôpital.
C'est en ce moment aussi qu'un car rempli de militaires habillés en débardeurs de couleur sombre est venu sous le pont. Et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes, car ils sont venus arranger le terrain. Après plusieurs séances d'intimidation et d'injures grossières de la part des militaires qui étaient sur les lieux, ils nous ont laissé passer avec beaucoup de menaces. Qu'en dites-vous de ces actes préparatoires qui sont déjà en exécution? Mais cette déclaration n'engage en rien mon service. Encore moi, colonel Blaise. Il a dit qu'il a vu un groupe de gendarmes. Je ne parle pas des gendarmes. Je parle maintenant de façon générale des préparatifs de ce massacre. Je n'en sais rien. Bien. Il y a également une autre dame. Il y a également une autre dame qui a fait cette déclaration. Permettez-moi, voilà. Il s'agit de Aïssata Diallo. C'est le procès verbal d'audition de partie civile en date du 16 octobre 2012. Elle dit ceci. En effet, le 28 septembre 2009, je suis arrivé au stade en compagnie de ma copine, Kadiatou Diallo, aux environs de 10 heures pour suivre le meeting. Alors que nous prenions place sur le gradin, non loin du portail, certains manifestants dansaient, chantaient, alors que d'autres priaient sur la pelouse. 30 minutes après, nous avons entendu des tirs d'armes automatiques, suivis de l'infiltration des militaires dans l'enceinte du stade. Dans la panique, j'ai pu m'échapper avec beaucoup d'autres en passant par une petite porte. Dans ma fuite, j'ai marché sur une vieille tôle qui traînait par terre, laquelle m'a blessé sur le pied droit. Malgré cette blessure, j'ai pu rejoindre mon domicile. De là, je me suis rendu au centre médical Sainte-Anne-Marie, où j'ai eu droit à des soins. Je mets à votre disposition la copie du certificat médical qui m'a été délivré à cet effet. Est-ce hier? Ma blessure s'est déjà consolidée. Est-ce hier? Ce sont les gendarmes que j'ai vus tirer, mais je ne peux les identifier. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez entendu maintenant que les gendarmes tiraient à travers la déposition de cette partie civile. Encore une fois, il a parlé des gendarmes. Ça, c'est de façon vague. Il y avait des gendarmes dépassés et déployés par l'état-major de la gendarmerie nationale. Il n'a pas dit les gendarmes des services spéciaux. Cela n'engage en rien ma propre personne, n'engage en rien mon service. Bien. Mon colonel. Maître. En bon procureur, vous avez eu à parler de repentir actif tardif lors de vos déclarations ici, n'est-ce pas? Lorsque vous aviez parlé du commandant Toumba, ses agissements au stade, n'est-ce pas? Oui, selon la déclaration que vous avez eu à faire concernant certains leaders. Voilà. Bien.
nous allons parler donc du repentir actif tardif. Est-ce que quelqu'un qui commet des actes répréhensibles et qui se repentit en allant vers sa victime, prendre sa victime et l'envoyer dans un centre hospitalier, est-ce qu'il est poursuivable selon vous? Ça, c'est très grave. Quelqu'un qui pose, comme vous venez de dire, des actes répréhensifs, hein? Après il se repent. Moi, à l'école de la gendarmerie nationale, on m'a dit que quelqu'un qui empoisonne, après pris de remords, il intervient pour sauver la victime. Se repentir n'efface pas l'infraction. Ça, c'est depuis l'école nationale de la gendarmerie. Hein? Pendant la formation, à plus forte raison, vous, avocats, juristes. Bien. Alors, si cet acte est répréhensif, alors nous allons donc lire les déclarations des leaders qui ont fait l'objet de ce sauvetage par les mêmes personnes qui ont perpétré ces actes contre eux. Alors, nous allons prendre la déclaration de M. Sidya Touré. Monsieur le Président va nous permettre de prendre tout le temps pour lire certains passages afin de mieux cerner la question du repentir actif et tardif. Donc, M. Sidya Touré dit ceci. Moi, j'avais des rapports apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce que pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Camara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de faire arrêter et de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus rappelé. Vous voyez les menaces qui ont été déjà mises en œuvre au téléphone de M. Sidya Touré la nuit. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Nous sommes toujours avec le repentir actif et tardif. Alors, M. Sidya Touré, en répondant à certaines questions, dit ceci. Question.
Vous y êtes arrivé à quelle heure? En compagnie de qui? Je précise qu'il s'agit de sa première audition de partie civile. M. Sidya Touré répond donc à la question. Avec beaucoup de leaders, dont François Fall, Mokhtar Diallo, Selou Dalen Diallo, Sidibé de la NGR, Tidiane Traoré et tant d'autres, le départ a eu lieu aux environs de 9h30 du domicile de Jean-Marie Douré. Question. Que s'est-il passé entre le domicile de Jean-Marie Douré et le stade? Réponse. Nous avons été bloqués au niveau de l'université par une escorte de gendarmes conduite par le ministre Tegoro. Nous avons eu des discussions durant 1 heure environ qui portaient sur le pourquoi et le comment d'état de la manifestation, surtout sur l'interdiction de la manifestation. Sous la pression des manifestants, vers 11 heures, on nous a autorisé à entrer dans le stade. Question. N'avez-vous pas vécu de l'intérieur du stade? Qu'avez-vous vécu à l'intérieur du stade? Réponse. Nous sommes entrés pendant que la foule chantait et dansait. Nous avons pris place à l'esplanade aux environs de 11h30. Le stade était rempli, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des micros qu'il n'y avait pas de micro pour faire notre déclaration. Question. Quelle était la suite des événements? Réponse. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Douré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu des gens tomber sur la pelouse et sur la tribune d'en face sans comprendre ce qui se passait. En regardant à ma gauche du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés, qui tiraient à hauteur d'hommes. Deux responsables qui sont Tigoro et Toumba se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Les militaires sont montés vers nous et comme j'étais devant, ils se sont mis à me frapper des escaliers en descendant. C'est là que j'ai aperçu Jean-Marie Douré à genoux sur la pelouse, ensanglanté et en train d'être battu. La suite, je n'ai pas réalisé parce que, entre-temps, le militaire Marcel m'a asséné un coup de bâton sur la tête. Je me suis écroulé en sang. Les jeunes sont venus me soulever tout en me traînant vers la porte. Vous voyez la menace qui a été ébranlée la nuit, la mise en exécution avec les hommes en kaki, et maintenant, dans l'enceinte du stade, comment les gens se sont comportés. Quel est votre commentaire? D'abord, à la lumière de toute la lecture que vous venez de faire, je n'ai pas entendu mon nom. Deuxièmement, je ne suis pas renvoyé par devant ce tribunal pour menace. Si vous n'avez pas l'ordonnance de renvoi, je vous l'offre. Je suis là pour des faits précis. Répondez à la question. Il a bien l'ordonnance de renvoi. Voilà. Donc, répondez à la question de façon courtoise, monsieur Goumou. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu mon nom, je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de réponse à donner à cette déclaration. Nous sommes dans le cadre du repentir actif tardif. Et vous avez bien répondu. Lorsque je vous ai posé la question, quelqu'un qui se repent tardivement après avoir exécuté déjà son acte criminel
est-ce qu'il est répréhensible? Et vous avez bien répondu, je suis d'accord avec vous. Je ne parle pas si vous avez commis tel acte ou pas. Avec vous, on a terminé. On est maintenant avec le repentir actif. Bien. Un autre leader qui a été sauvé par ces mêmes personnes, ses propres bourreaux. Il s'agit de M. Seloudalen Diallo.